Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on parle de dotation avec Karine Etier, qui est la responsable de la dotation pour le service d'insécurité incendie de Montréal. On va parler de toutes les étapes de dotation, qu'est-ce que ça prend pour devenir pompier, puis par quel processus on doit passer. Alors, je vous souhaite bonne écoute pour cet épisode sur la dotation. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du CIM. Très heureux aujourd'hui d'accueillir Karine Etier et on va parler de dotation. Salut Karine. Allô. Comment ça va? Hey, ça va bien, merci pour l'invitation. On est très heureux de te recevoir. Je voulais avec toi parler de dotation parce que au niveau du service d'incendie, c'est une étape qui est très importante en fin de compte. Là. Juste pour mettre les choses en perspective, là, ce que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, c'est surtout la dotation au niveau des pompiers, des pompières, parce que c'est là qu'est notre plus gros bassin d'employés. Mais je sais que tu fais de la dotation aussi pour les employés civils, les gens du centre de communication et à la prévention aussi. Mais on va se concentrer plus, nous autres, du côté pompier. Mais avant de commencer tout ça, je commence toujours mon podcast par qui est Karine Etier. Alors, qui est Karine Etier? Qui es-tu? Bien, Karine Etier, je suis chef de section à la division dotation sécurité publique ressources humaines. Je suis psychologue industrielle. Donc, en fait, je supervise, je gère une équipe en recrutement avec ma chef de division aussi, qui est Marc-Claude Fradette. Fait qu'on s'occupe d'une grande équipe. On est 26. Okay, 2 gestionnaires, 18 recruteurs, recruteuses, 6 personnes en soutien là, au niveau administratif. Puis, on s'occupe de la dotation pour différents services à la ville. Mais ça le disait dans notre titre, on a sécurité publique, fait que principalement pour la sécurité publique, donc le SPVM et le CIM. Là, on va se concentrer sur le CIM. Ouais. Fait qu'on fait effectivement, puis comme tu l'as si bien dit, on fait aussi la dotation pour divers emplois, autant au niveau civil, les gens à la prévention, les préposés au centre de communication. Ça peut être des professionnels à la sécurité civile, etc. Puis évidemment, on fait toute la ligne pompier, donc de pompiers jusqu'à la chefferie. Voilà. Puis, on parle de dotation. Tu peux nous expliquer un peu c'est quoi exactement la dotation? C'est quoi cette bébête-là? Pourquoi on doit passer par un processus de dotation? Bien, c'est sûr qu'on vise, quand on fait de la dotation, c'est qu'on veut aller chercher, attirer, et c'est de l'acquisition puis de l'attraction de talent. Fait qu'on cherche à aller chercher des profils qui vont correspondre aux besoins pour différents emplois. Puis, je dirais que la dotation, justement, l'évaluation des compétences, c'est une spécialité en soi en ressources humaines. Fait que c'est une profession en soi. Donc, il y a des façons de faire reconnues, des bonnes pratiques, des règles, des normes à appliquer. Fait que mon équipe s'affaire à appliquer ça. Nous, on supervise ça. Puis, on s'assure que tout est fait selon les façons de faire. Puis, on va avoir des processus, justement, qui sont équitables, transparents, puis qui visent à évaluer la compétence. Donc, c'est fini le temps où les pompiers étaient choisis en passant sur le trottoir devant une caserne, puis disaient « Hey, t'es grand, t'attends-tu d'être pompier? » Puis on t'embarquait, puis tu faisais le processus. Bien, en tout cas, ça fait au moins 22 ans que c'est plus comme ça. Ça fait au moins 22 ans déjà que je suis au CIM. Donc, oui, non, c'est pas... Il y a vraiment des critères spécifiques en fonction des besoins de l'emploi. Parce qu'on est des employés municipaux. Oui. Fait qu'au même titre que n'importe quel autre employé municipal à la ville, il y a un processus de dotation qu'on doit suivre, puis c'est rigoureux. Oui, tout à fait. Parfait. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Fait que on va y aller par étapes. Moi, la première étape que j'aimerais connaître ou savoir, c'est qu'est-ce qu'on recherche comme pompier en 2026? Bien, il y a des critères de base qui sont au niveau de l'admissibilité, au niveau des diplômes qu'on recherche. Au CIM, c'est le DEC, donc la technique en sécurité incendie. Au préalable, il faut avoir fait le DEP en intervention incendie. C'est une formation de 3 ans. On veut des gens qui ont un permis de conduire classe 4A valide. Puis après ça, on a des caractéristiques qu'on va rechercher, le profil de compétences recherchées, des traits de personnalité. Fait que c'est sûr qu'on veut des gens qui aiment, qui veulent, qui sont aptes à travailler en équipe, être en groupe. Avoir des communications interpersonnelles constructives, être capable de tisser des liens, être capable de coopérer, s'adapter. Hein? On travaille avec différents types de personnes, tant en caserne qu'ailleurs. Il faut être capable de s'adapter, être ouvert. On veut des gens qui ont de l'engagement, le sens des responsabilités, qui sont capables justement de travailler dans un cadre, de respecter des règles aussi, mais de faire preuve d'initiative dans son travail. On veut des gens aussi qui ont un contrôle des émotions, gestion du stress. Hein, c'est quand même assez
sont exposés à des situations difficiles parfois. Donc, être capable de tolérer le stress, d'avoir un contrôle émotionnel, d'être capable d'analyser ce qui se passe autour de nous pour réagir adéquatement. Aussi, faire preuve d'énergie et de persévérance, dans le sens où, oui, il y a des activités là, qui sont super stimulantes, c'est facile d'avoir de l'énergie, mais il y a d'autres tâches un peu plus, des fois, qui peuvent être plus répétitives, monotones, mais il faut s'engager là-dedans puis être capable de réaliser les tâches. Puis, évidemment, avoir un service orienté client, service citoyen. Hein, être qui est notre raison d'être. Oui, tout à fait. Avoir le désir de venir en aide. Aussi, avec Premier Répondant, c'est devenu encore plus, en tout cas, présent. Ça l'était avant aussi, là, mais c'est encore plus. Fait être empathique, être à l'écoute, être dévoué, avoir une responsabilité sociale. Là. Fait que ça, c'est des caractéristiques, mais aussi, on veut quelqu'un qui est en bonne condition physique. Hein, ça demeure. Ça demeure très important. Oui. Puis là, ça veut dire que tout ça, tous ces éléments-là que tu as mentionnés, c'est ça qu'on essaie d'aller chercher quand on fait les étapes de dotation. C'est ça qu'on essaie d'aller chercher quand on fait les étapes. OK. On va y aller dans les étapes. J'aimerais ça qu'on les décortique parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Il y en a sûrement que c'est des futurs pompiers ou pompières puis qui vont vouloir savoir exactement qu'est-ce qu'on regarde. Fait qu'on va y aller par étapes. Fait que la première étape, c'est le dossier. Tu en as parlé. C'est la partie académique. Donc, tu dois faire le DEC en sécurité incendie. Tu as fait le DEP avant. C'est un cours de 3 ans. Puis quand tu as cette formation-là, tu as ton diplôme. Là, à ce moment-là, tu peux appliquer. Oui. On applique quand? Bien, on affiche. Okay. Nous, il y a une période vraiment de recrutement où on publie un affichage, on dit on est en période de recrutement, donc on accueille les nouvelles candidatures. Donc, c'est vraiment... Habituellement, c'est au mois de juillet. Parce que, justement, on ne demande pas d'expérience d'avoir été pompier-pompière. Donc, on s'arrime à la fin des programmes scolaires. Fait qu'on permet, dans ce sens-là, à nos finissants et toute autre personne. Ça, c'est un point très important. Tu n'as pas besoin d'avoir une expérience comme pompier ou comme pompière pour appliquer. Il faut que tu aies réussi ton DEC. Tout à fait. OK, parfait. Fait que pas d'expérience. C'est sûr qu'on a des personnes qui ont été pris de l'expérience ailleurs, ils ont été travaillés dans d'autres services, évidemment. Mais c'est pas un prérequis. Mais justement, on s'arrime souvent la fin du programme scolaire. C'est un peu logique. On permet justement à un nouveau bassin d'appliquer, mais toutes les autres personnes peuvent appliquer aussi. Donc, habituellement, c'est vers le mois de juillet. Puis, ça va se terminer le processus complet vers le mois de décembre, janvier. Pour des embauches, c'est un cycle. Pour des embauches au printemps de l'année suivante. Habituellement, c'est pas mal tout le temps au printemps, les contingents. Fait que ça prend à peu près environ 1 an quand on débute le processus jusqu'à temps que tu aies fait toutes les étapes et que tu trouves éventuellement à être appelé par la ville pour venir faire ton intégration. Oui, tout à fait. Okay. Première étape, le DEC. Deuxième étape, c'est le test psychométrique. Oui. Ça fait quelques années qu'il est en place et ça fait quelques années qu'on en entend parler beaucoup du test psychométrique. Ça a changé un peu la manière de fonctionner. Fait que j'aimerais ça qu'on regarde un petit peu plus l'objectif de ça. C'est quoi le test? Pourquoi il existe? Comment ça fonctionne? Puis j'ai une couple de questions pour toi, là. Fait que je te laisse aller. Bien, toutes des bonnes questions. C'est sûr que le test psychométrique, on le sait, c'est la première étape. Okay. Donc, tous nos candidats admissibles, qui avaient les critères qu'on a nommés, on les invite au test psychométrique, qui est le Success Finder. C'est pas un secret. Là. Le test est connu. C'est un test officiel là, qui a été développé par des spécialistes qu'on utilise. Fait que c'est la première étape. C'est assez anxiogène pour les candidats parce qu'ils ont un sentiment qu'ils n'ont pas de contrôle nécessairement. Fait que là, on y reviendra. Fait que c'est pour ça, je pense qu'on en parle autant. Mais on a décidé d'aller vers le test psychométrique parce que c'est un inventaire de personnalité. On va aller chercher les préférences comportementales qu'on va évaluer puis les intérêts de carrière. Puis on va aller voir si ça correspond au profil recherché. Puis ce test-là, justement, dans le jargon, il est considéré valide, fidèle. Il y a une bonne prédiction, il mesure ce qui est supposé mesurer, il est valide, il est stable dans le temps. Fait que nous, il y a des super bonnes propriétés psychométriques pour nous. Mais l'important aussi, c'est qu'on a fait la norme en fonction des besoins du CIM. Pour le CIM, puis avec le CIM. Fait qu'on a été questionné. OK, j'ai des questions. Oui. Tu me dis que ce test-là, c'est un test qui n'est pas juste appliqué au CIM, c'est un test qu'on utilise en psycho ou en dotation. Oui, dans plusieurs organisations, il y a des milliers de passations. Là. Ce test-là, il est très stable. OK. Donc, c'est un test qui est stable. Puis tu dis qu'il a été adapté au CIM selon les besoins de l'organisation, ce qui se fait que ça veut dire qu'il est adapté à d'autres organisations selon les besoins spécifiques de chacune des organisations. Oui. On peut très bien passer le Success Finder et avoir un profil qui correspond au métier de pompier, mais ne pas correspondre à un autre métier. Parce que on va faire une norme pour chaque besoin, pour chaque emploi.
Fait que là, on a fait une norme. C'est pas une norme générique. OK. C'est une norme, un profil pompier pour le CIM. Donc, on a fait des focus groups avec du personnel du CIM à tous les niveaux. On a fait des passations du test au CIM. OK. Puis, on a dégagé, c'est quoi pour nous, le pompier, la pompière performant, performante. Puis là, on peut comparer les résultats des candidats à ce profil-là et déterminer si c'est en adéquation. Puis, ça revient à ce que tu nous parlais tantôt du profil recherché pour faire ce métier-là de pompier-pompière. Toutes les qualités que j'ai nommées tantôt, ça va se retrouver dans les traits de personnalité qu'on a été chercher dans ce test-là. Il y a une vingtaine de traits là, qui sont couverts et d'intérêts professionnels. On entend parler du test psycho, puis souvent on entend parler qu'on peut se préparer à ça, ou on peut répondre aux questions selon ce qu'on pense que le métier devrait être. On en a parlé avant. Mm-hmm. J'aimerais ça que tu nous ramènes un petit peu sur cette ligne-là. Là. Est-ce que ça se prépare, un test psycho, puis est-ce qu'on devrait se préparer à ça? Pas tant, versus l'entrevue, on pourra en reparler. Ouais. Mais le test psychométrique, pas tant, parce que justement, il n'y a pas de simulation, il n'y a même pas à apprivoiser. C'est en ligne que ça se fait, là, mais c'est des questions, c'est simple. Fait que sinon, nous, on va aller détecter justement qui est réellement la personne. Fait qu'on veut de l'authenticité. Donc, pour se préparer, il faut se connaître bien soi-même. Okay. C'est sûr que d'habitude, si on a un intérêt pour l'emploi, c'est toujours bien de savoir là, qu'est-ce qui est recherché. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le répondre ce qu'on croit qui est attendu. Puis ça, c'est de la désirabilité sociale. Ça, c'est un terme qui est très important. Oui. Bien, je pense que ça vaut la peine d'en parler. Oui, j'aimerais ça que tu l'expliques, effectivement, c'est parce que pas tout le monde qui un connaît peu ça. abstrait, là, mais en fait, c'est ça, comme je disais, c'est normal. Hein? On est en processus de sélection, on veut avoir le profil. Je comprends. Là. Ouais. Fait qu'on va être porté à vouloir répondre ce qui est attendu. Puis dans tous les tests psychométriques, il y a des façons d'évaluer si la personne a répondu en ayant de la désirabilité sociale, ou il y a des façons de la contrer. Bien, le Success Finder, il contre un peu les impacts de la désirabilité sociale. OK. Parce que la désirabilité sociale, c'est de vouloir être désirable socialement, c'est de dire, je vais répondre ce que je pense qui est attendu. Mais est-ce vraiment moi? Donc, le Success Finder, c'est 340 questions qu'on va appeler à choix forcé. Donc, on va forcer l'individu à se positionner sur 2 propositions. Mais les 2 propositions, là, sont super acceptables, là, sont positives les 2. Donc là, la personne ne peut pas dire « je vais répondre plus ça parce que je pense que c'est ça qui est attendu ». Elle doit répondre comment elle se considère réellement. Puis sur 340 questions, bien là, on va être capable de dégager le profil de ce qui va ressortir davantage. Parce qu'il doit y avoir une limite de temps pour faire le test, les 340? Même pas. Du tout. Fait que tu peux prendre le temps que tu veux? Oui. OK. Fait qu'il n'y a pas une notion de pression pour essayer d'augmenter la rapidité à laquelle tu fais le test pour être sûr d'aller chercher le... Non, puis pour ces tests-là, des fois, là, la préparation peut avoir un impact. Quand on est dans les habiletés cognitives, de se préparer à répondre à des questions de connaissances ou d'habiletés cognitives, là, la préparation peut jouer. Mais là, justement, pour les personnes qui ont plus des enjeux de lecture ou quoi que ce soit, ils ne seront pas contraints. Bon, c'est sûr que c'est dans des locaux, là, le local il est disponible une certaine période de temps, mais souvent, on va dire toutefois qu'on recommande de répondre environ en 1 heure, 1h15, parce que, justement, pour être authentique, c'est souvent la première réponse qui nous vient à l'esprit, la spontanéité. Donc, de réfléchir 5-10 minutes sur un item, c'est pas nécessairement ce qui est gagnant pour la personne. Mais si la personne a des enjeux de lecture, un petit peu plus de temps, on va laisser le temps. Là. Puis justement, il faut quand même bien lire les questions pour bien les comprendre. Mais c'est dans du langage familier, il n'y a pas d'attrape. Outre que des fois, c'est difficile de choisir qu'est-ce qui me correspond le plus. C'est normal, mais là, il faut trancher et dire, moi, c'est cette affirmation-là qui me convient le mieux. Puis ça, je pense que c'est important. Là. Quand tu es devant les 2 choix qui sont les 2 choix les meilleurs, tu vois, c'est à toi, à partir de ta connaissance personnelle, de comment toi, tu t'évalues. Tu dis, moi, ce qui me rejoint le plus, c'est A versus B. Exact. Je vais aller avec A. Puis c'est pas une mauvaise réponse de choisir A ou de choisir B. C'est selon ta personnalité, selon ce qui, toi, il vient te rejoindre. Bien, ça, tu fais bien de le dire. Souvent, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Il y a la réponse de la personne, ce qui nous permet d'établir le profil. Puis après ça, de voir le niveau de correspondance avec le profil. Le test psychométrique, corrige-moi là, si je dis des faussetés, mais le test psychométrique, ça nous permet de déterminer la personnalité, de voir si la personne est capable de fitter dans le métier ou dans les critères qu'on cherche. Oui. Si on ment au test psychométrique, on se ment à soi-même. Donc, théoriquement,
le profil pompier qu'on recherche, tu l'auras peut-être pas à 100%. Ça veut-tu dire que tu vas être comme, pas dire une mauvaise carrière, mais ça vient-tu jouer un peu sur le fait que tu pourrais te rendre un peu plus loin et dire, bien, en fin de compte, j'aime pas ça, ou en fin de compte, c'est-tu trop théorique, mon affaire? Non, mais ça se peut. C'est sûr que si on entretient un soi qui correspond pas parce qu'on veut tellement réussir ou c'est quelque chose qui nous plaît. Mais des fois, il y a quelque chose qui nous plaît, mais on n'est pas nécessairement fait pour ça. Fait que ça, oui, il faut faire attention. Puis sinon, des fois, il y a beaucoup de gens qui ont le profil. Là. C'est juste après ça, c'est le niveau d'adéquation. Mais il y a beaucoup de personnes quand même. Ça, c'était peut-être une fausse croyance aussi que les gens, ils réussissent pas le test. C'est pas une question de le réussir ou non. Puis parce que c'est normal qu'il y a beaucoup de gens qui quand même correspondent au profil. C'est des gens qui ont étudié là-dedans. Puis c'est pas facile, les études. Non, les études c'est sont contingenté. Il faut avoir un certain profil. Donc, c'est pas quelque chose qui est inaccessible. Mais oui, il faut correspondre au profil. Puis oui, il ne faut pas se mentir à soi-même. Puis c'est surtout qu'il ne faut pas tenter de vouloir déjouer le test. Parce que là, il va y avoir incohérence, il va y avoir justement désirabilité sociale, puis le résultat ne sera pas cohérent avec la personne. Là. Fait que ça, et le test psycho est éliminatoire. Oui, dans le sens où il y a un seuil quand même d'adéquation qui doit être atteint. Puis après ça, c'est sûr qu'au test psychométrique, on a beaucoup de candidates quand même qui appliquent. Montréal est quand même prisé encore. Il y a encore beaucoup de gens qui veulent venir travailler avec nous. Oui, puis c'est sûr qu'après ça, on invite un certain nombre en entrevue. Parce que pour une question d'efficience, d'efficacité organisationnelle, on ne peut pas rencontrer tout le monde en entrevue. Fait que là, c'est là qu'on va rencontrer les gens qui sont davantage en adéquation avec le profil. Tu m'amènes à la troisième étape, qui est l'entrevue. Donc, on avait nos caractéristiques, on a le DEC. Après ça, on passe au test psycho. On est appelé à l'entrevue. Une entrevue, est-ce que ça se prépare? Ça, oui. Si oui, comment? Oui. OK. Oui. L'entrevue, il y a quand même on va, avant l'entrevue, on va avoir donné justement c'est quoi le profil de compétence. Il n'y a pas de cachette. C'est connu, c'est vu de tous, tout le monde sait. Puis ça, des fois, il y a des ajustements. Fait que d'un concours à l'autre, on va mettre ça à jour. On va donner le profil de compétence avec, par exemple, si on parle de travail d'équipe, on va mettre des comportements aussi propres au travail d'équipe. Qu'est-ce qu'on recherche, là? Fait que c'est très clair de comprendre c'est quoi le travail d'équipe, par exemple, comme pompier-pompière. Fait qu'on va donner à nos candidats la liste des compétences, la liste des comportements attendus. Fait que c'est sûr que, oui, on peut se préparer justement à dire, pour moi, là, c'est souvent, on va dire, c'est quoi, par exemple, le travail d'équipe pour toi? La personne, il faut qu'elle ait pensé à un exemple de où elle sent qu'elle a été performante en équipe, elle a fait la différence. C'était quoi la situation? Qu'est-ce qu'elle a fait? En entrevue, c'est une entrevue comportementale. OK. Fait qu'on va beaucoup demander, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Comment? On va aller chercher des comportements. Parce que les comportements passés vont être prédicteurs de sa réalité en emploi. Donc, ça te prend des exemples. Oui. Ça te prend des exemples que tu as vécus. Là, je pense à plein de choses en même temps, mais les exemples, ça a-tu besoin d'être des exemples pompiers ou de services d'urgence? Parce que tantôt, au début, on a dit que tu n'as pas besoin d'avoir fait le métier de pompier pour appliquer. Fait que ça peut être des exemples qui peuvent venir de ma vie personnelle, si j'étais sauveteur ou si j'étais moniteur dans un camp de vacances ou j'ai travaillé dans une épicerie. Oui. Parce que c'est du comportemental. Exact. Puis c'est des exemples tout à fait pertinents. Un emploi, par exemple, qui était dans le public, là, n'importe quel emploi, que ce soit en sécurité ou non, ou tu as affaire avec du public, on va s'intéresser à l'orientation client. Fait comment tu agissais dans un domaine où tu es en relation d'aide ou en relation de service. En travail d'équipe, ça peut même être dans le cadre des études, dans le cadre du travail. Moniteur de 15 jours, tu travailles avec d'autres personnes. Là. Fait que c'est quoi tes exemples? Puis justement, on est conscient. Là, c'est souvent des personnes qui ont peu d'expérience professionnelle. Il y en ont tout de même. Mais dans le cadre, des fois, c'était des emplois étudiants, Mais peu importe, on ne demande pas d'expérience. Fait qu'on s'attend, mais il faut faire l'effort de trouver quand même des exemples pertinents, idéalement récents, où ça m'a mis au défi. J'ai dû... Fait que ça, oui, ça se prépare. Qu'est-ce que j'ai vécu? Prendre des notes, être capable de décrire des exemples, les dire à voix haute à quelqu'un, ça fait-tu du sens? Qu'est-ce que je raconte? Mais il ne faut pas tomber dans la surpréparation non plus. C'est là que je m'en ai. Parce que... J'ai connu des gens qui s'étaient comme vraiment très, 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 très préparés. Puis ça pas nécessairement fonctionner? Ou c'est quoi la surpréparation? Comment tu expliques ça? C'est quoi les défauts qui peuvent arriver avec ça? Ça aussi, il y a un désir de vouloir réussir, puis je le comprends.
c'est des emplois prisés. Puis je dis des parce qu'on vit un peu la même chose des fois dans les emplois policiers ou dans la sécurité publique. Puis, il y a quand même aussi une offre de service pour préparer des candidats. C'est très légitime. Fait il y a des gens qui se proposent pour aider des candidats, des coachs, soit que ce soit informel ou formel. Mais moi, j'ai juste un avertissement pour les candidats. Quand quelqu'un nous prépare puis il va dire, là, il faut que tu dises ça, que tu dises ça, que tu dises ça. On ne peut pas prévoir ce qu'on va poser comme question. On ne peut pas prévoir vouloir dire des choses. C'est une interaction, une entrevue. On pose des questions, il faut se concentrer sur la question, on cherche quelque chose. Fait qu'il faut répondre à la question. Quand on prend des détours, on veut placer quelque chose qu'on nous a dû dire, bien, on perd l'objectif. Puis, des fois, on perd presque du naturel aussi. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Ça, on comprend que les gens sont stressés aussi. Ça se sent en entrevue. J'en ai passé des entrevues, puis j'en ai fait passer aussi. Puis tu le sens quand la personne, ça coule pas. Là. On sent qu'il y a quelque chose qui doit être placé ou quelque chose qui doit être... C'est comme stagé. Exact. Tu sais? OK. Puis des fois, c'est parce que là, elle ne répond pas à notre question. Ouais. Fait que là, on va tomber en relance, on va essayer d'aller chercher l'info. Mais en même temps, je dis être naturel, mais naturel ne veut pas dire être pas préparé. Quelqu'un qui est naturel, qui n'a pas pensé à qui il n'est pas capable de se décrire, ça va être difficile. Fait qu'en entrevue, se préparer, c'est trouver des exemples pertinents, c'est être capable de se décrire, parler de soi, parler de sa motivation aussi. On va aborder quand même la motivation, les compétences, puis être prêt à... L'autre bout de l'entrevue, c'est des mises en situation, jeu de rôle. Ouais. Fait que ça aussi, il faut être à l'écoute. Le jeu de rôle, on est en interaction. Fait qu'on ne peut pas tant le préparer. Puis, il faut se méfier aussi d'avoir des fois des commentaires de collègues qui ont passé avant ou après. Bien, avant. Avant, surtout. Après, ça peut être... Mais des collègues qui ont passé avant, parce que c'est leur perception. Quand ils nous rapportent quelque chose, c'est leur perception de la question. Fait que de se préparer en conséquence de la perception de quelqu'un d'autre, ça peut être trompeur aussi. Parfait. L'entrevue est passée, j'ai été retenu, je m'en vais au test physique. Parce qu'on a dit au début, c'est un emploi qui est très physique. On a encore des tests physiques à passer. Parle-nous des tests physiques. Comment ça fonctionne? Comment on se prépare à ça? Est-ce qu'il y a des documents qu'on peut aller voir? Comment on se prépare au test physique? Test physique, ça fait quand même plusieurs années que le test est quand même est le même. Puis je ne l'ai pas dit pour les autres étapes, mais je pense que pour celle-là, c'est pertinent aussi de commencer d'entrée de jeu avec ça. Le test est le même pour tout le monde. Les critères sont les mêmes pour tout le monde. Homme-femme. Oui. Le sexe, l'âge, les caractéristiques physiques, il n'y a pas de changement au test. OK. Là, on va prendre le temps de bien le répéter. Ouais. Ça veut dire que pour une dotation pompier-Montréal, pompier-pompière Montréal, le test physique va être le même pour Karine Etier puis Martin Guilbeault. Oui. Ça va être le même test, les mêmes critères. Il n'y a pas de test plus, moins adapté ou quoi que ce soit. Exact. C'est la même chose. C'est la même chose. Ça, les conditions d'administration sont les mêmes. Parfait. Fait qu'il n'y a pas d'autre chose qui vient influencer. C'est vraiment l'exigence de l'emploi. Parfait. On s'est basé sur les exigences de l'emploi, puis on s'est dit c'est quoi le standard pour être capable d'œuvrer comme pompier-pompière à Montréal. Fait que la première étape, on s'intéresse au cardiovasculaire. Ouais. Fait que ça, c'est assez normé. Ouais. Il y a des études, il y a de la science. Il y a très longtemps, le niveau de palier demandé. C'est un test navette, là, le test BIPIP. Tout le monde connaît le test navette. Qui est encore un test super valide pour évaluer le cardiovasculaire, puis qui est simple d'administration. Ouais. C'est de la course, fait que c'est accessible au niveau de la préparation. On a établi à 9 paliers. Ouais. Ça a déjà été différent. Ouais. C'est des fois c'est pas assez, mais justement, on s'est rabattu sur la science, les études, la littérature. Puis pour ce qui est exigé pour œuvrer dans des conditions Montréal aussi, l'effort demandé, un cardiovasculaire au niveau, quand on atteint 9 paliers, c'est suffisant. Parfait. Ça, c'est clair. Fait que c'est pas nécessaire de demander plus, c'est pas clair. Légitime. Fait qu'on on a établi ça à 9, puis on surveille. Là, on regarde quand même la littérature, la science, puis on regarde si c'est stable. Puis après ça, c'est un parcours pompier chronométré. Oui. Ça avait été un beau changement amené il y a déjà plusieurs années, mais c'est un parcours chronométré pompier qui reproduit des activités là, très typiques. Là, manipulation d'équipement, travailler avec la gaffe, monter, descendre des échelles, sauvetage de victimes, recherche de victimes. C'est toutes des simulations d'activités. Ça représente une partie du travail physique qu'on fait aux opérations. Oui, puis qui ont pu quand même expérimenter au niveau des études aussi. Oui, qui ont fait à l'école. Puis il y a une partie qui est avec l'appareil respiratoire aussi. Mm-hmm. Puis il y a un poids aussi. Il y a tout ça là, qui est pris en compte là, pour être représentatif, là, qui est sur l'individu.
Puis, le parcours doit être fait en 11 minutes maximum. OK. Puis ça aussi, c'est au niveau de la science, au niveau des études. On a déterminé que 11 minutes, c'était le temps pour être capable, après ça, le jour 1, d'entrer en caserne, être capable de faire le travail si on est appelé à l'intervention. Parfait. Le test physique est aussi éliminatoire. Oui. Parfait. Les 4 étapes sont faites. J'ai mes cours, j'ai fait mon test psycho, j'ai fait mon entrevue, j'ai fait mon test physique. Qu'est-ce qui arrive après? Après ça, il reste des étapes de vérification. OK. Des vérifications importantes, des vérifications pré-emploi. OK. On va regarder au niveau des antécédents judiciaires. Est-ce qu'il y a des antécédents judiciaires qui ne sont pas conformes à l'emploi? OK. Au niveau d'un test médical, selon OK. la norme NFPA en vigueur. Donc, il va y avoir un test médical. Il y a une rencontre avec un médecin, un test en présentiel. Tu viens de dire quelque chose d'important. Selon la norme NFPA en vigueur, oui. Les gens qui ne connaissent pas le milieu pompier, les normes NFPA, c'est des normes américaines qui sont appliquées au Canada aussi, puis qui servent à normer, d'établir des standards très précis par rapport à ce qu'on veut. Puis la norme NFPA s'applique à l'ensemble du métier de pompier, exact. Sur plein de choses. Dont la portion dotation. OK. Fait qu'on s'est arrimé à cette norme-là OK. pour s'assurer que la personne respecte les standards au niveau médical. OK. Puis après ça, il va y avoir vérification, les diplômes, d'authenticité des diplômes. Le permis de conduire est-il valide? OK. Ça, c'est toujours une bonne idée de payer son permis de conduire aussi. C'est Ouais. tout le temps dommage à cette étape-là. Quand tu as tout réussi puis ton permis de conduire n'est pas valide. Fait que ça, c'est des petites choses comme ça, mais on va faire une vérification finale, analyse complète du dossier. Puis une fois que tout ça est fait, la personne est considérée avoir répondu à tous les critères. Ce que je suis content de constater, c'est quand moi, j'ai fait ces étapes-là, il y a plusieurs années, on se préparait énormément. Puis je pense que rendu en 2026, c'est la même ligne. Tu dois te préparer. Tu ne peux pas arriver à ton test physique puis commencer à t'entraîner un mois avant. Ça ne marchera pas. Hein. Bien, il y a des personnes qui ont tout le temps une très bonne hygiène de vie, une condition physique exceptionnelle, qui s'entraînent constamment, mais c'est pas recommandé. Puis, est-ce qu'on peut le pratiquer, le test physique? Oui. Ça a été une innovation. On peut le pratiquer physiquement? OK. As-tu des détails là-dessus? Oui, on a tenté de démocratiser beaucoup le test. Ça fait longtemps quand même qu'il est filmé, qu'il y a une vidéo qui existe sur la page Internet de la section carrière du CIM. Il y a un document clair qui explique toutes les étapes. Mais pour aller plus loin, puis justement renforcer le fait que c'est important de se pratiquer, de se préparer, toute personne peut avoir... toute personne. Tout candidat potentiel peut avoir accès au test. Mais moi, je le recommande même, quelqu'un qui est en train de finir le cégep, puis il y a des séances de pratique de test, pourquoi ne pas y aller bien à l'avance? Ben oui. Il y en a qui disent, il y a un coût quand même associé à ça, parce que c'est le fournisseur qui offre ce service-là, il y a un coût qui est défrayé par l'individu. Mais oui, d'aller le pratiquer pour surtout une personne qui a quand même des choses à corriger, à adapter. L'entraînement physique, ça ne se corrige pas en 2 jours. Là. Non. Il faut quand même une certaine persévérance, puis adapter son mode d'entraînement. Fait que de faire le test, ça nous donne un bon indicateur. Puis on peut avoir des conseils aussi sur ce qui est adapté pour atteindre le niveau souhaité. Fait que ça, oui, je le recommande fortement de se prendre à l'avance pour la préparation. Donc, il y a une vidéo, mais en plus, on peut aller chercher la possibilité de faire le test physiquement avec les équipements qu'on utilise pour faire la dotation à Montréal. Exact. OK. Puis ça, cette information-là, je suppose que c'est sur le site. Oui, tout est sur le site, mais aussi en période d'affichage, c'est là qu'on fait la promotion d'aller tenter, il va y avoir des ouvertures, mais quelqu'un, par exemple, qui n'a pas encore fini ses études, mais qui voit l'affichage, il voit les coordonnées pour aller de pratiquer le test. Il va avoir accès, tout à fait. Là. On ne demandera pas est-ce que tu es dans le processus ou non. Puis, habituellement, notre fournisseur va trouver des plages puis va être capable d'offrir le service. Le temps avance super vite, ça roule, mais là, il me reste un élément que j'aimerais ça qu'on parle, c'est l'accès à l'égalité à l'emploi. J'aimerais ça qu'on parle de cet aspect-là aussi, parce que de notre côté, du côté des pompiers, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise, c'est pas quelque chose qu'on connaît. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans notre milieu, puis on sait qu'il n'y a pas beaucoup de minorités ou de groupes racisés ou minorités visibles. Comment ça fonctionne? C'est parce qu'il y a plein de choses qui circulent sur le terrain, ou il y a plein de choses qui circulent dans les écoles par rapport à qui passe avant quoi ou comment ça fonctionne. Es-tu capable de clarifier ça assez simplement, de comment ça marche à la Ville de Montréal par rapport à l'accessibilité à l'emploi? Bien, tu fais bien de le dire à la Ville de Montréal, parce que c'est pas juste le CIM, c'est le programme d'accès à l'égalité à l'emploi, ça relève d'une loi qui est applicable pour tous les organismes publics de 100 personnes et plus. OK. Donc, tous les organismes de 100 personnes et plus sont tenus d'appliquer le programme d'accès à l'égalité à l'emploi. Puis, je vais juste décortiquer des petits termes pour bien l'expliquer.
En fait, le programme d'accès à l'égalité à l'emploi, justement, c'est mis en place. Fait que nous, on répond à la condition. On est une organisation de plus de 100 personnes. Donc, il faut qu'on respecte la loi. Oui, exactement. Mais c'est sûr qu'il y a je pourrais y revenir après, mais il y a une valeur aussi de diversifier l'effectif. On va y revenir, là, mais c'est pas juste une loi, mais oui, il faut respecter la loi parce que c'est pour travailler, dans le fond, sur des groupes qui sont en sous-représentation. Fait que ça, c'est un autre terme, la sous-représentation. Quand j'ai un groupe visé, nos groupes visés, c'est lesquels? C'est les femmes, selon la Commission des droits de la personne, c'est les femmes, les minorités visibles, minorités ethniques, personnes autochtones. C'est mes 4 groupes visés. Quand j'ai des groupes en sous-représentation, je dois appliquer le principe de priorisation. OK. Fait que, c'est quoi une sous-représentation? Oui, c'est ça. Comment on fait pour déterminer ça? Bien, ça, c'est des chiffres qui nous sont... C'est pas nous qui déterminons ça. C'est vraiment des chiffres qui sont fournis par la Commission des droits de la personne. Une sous-représentation, je vais essayer de bien le dire, là, c'est quand la proportion d'un groupe visé dans mon organisation est inférieure à sa proportion dans la population active qualifiée disponible. OK. Ça veut dire que si, mettons, on prend la population en général, puis il y a un groupe qui est présent dans cette population-là, puis si on prend les employés pompières au CIM, ce même groupe-là serait sous-représenté par rapport à ce qui est à sa représentation dans la population. Oui, mais population en général, il faut faire attention, c'est des gens qui sont qualifiés actifs. Donc, ils peuvent exercer le métier de pompier-pompière. Qui pourraient faire ce métier-là. Oui, OK. c'est pas dire j'ai tant... Fait que c'est dans la population, par exemple, j'ai un pourcentage dans mon effectif de personnes groupe visible au CIM de X %. Parfait. C'est quand même assez, peut-être 3 %. Dans ma population, est-ce que j'ai peut-être 4-5 % de personnes disponibles, actives, diplômées pour être pompier-pompière? Donc, je serais en deçà de ce qui est disponible sur le marché. Fait que ça, on a ça pour tous les groupes. Et donc, quand je suis en sous-représentation, mon effectif est inférieur, je suis tenu d'appliquer des mesures pour corriger l'écart. Et ça s'applique à tous les emplois de la ville. Oui. Fait que c'est pas juste propre au CIM, là. Non, mais j'ai des emplois où je suis pas en sous-représentation. Je pense sur oui. représentation, mon effectif est suffisamment diversifié par rapport à ce qui est disponible dans la population active. Fait que je pense sous-représentation partout. Mais oui, comme au niveau policier, j'ai encore des sous-représentations aussi. Par exemple, pas chez les femmes, mais dans les autres groupes. Donc, encore des fait on applique la même chose au niveau policier, par exemple, et dans d'autres groupes ou dans d'autres types d'emplois. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un a réussi le processus au complet, puis qu'on arrive à la dernière étape de donner l'emploi ou d'offrir l'emploi à la personne, il est possible et ça va arriver que vous allez offrir l'emploi à des personnes qui sont en sous-représentation avant des personnes qui sont en sur-représentation dans le groupe. Oui, on va prioriser. On va prioriser. Donc, on va prioriser, mais la personne doit avoir tout réussi. Il faut qu'elle ait les critères au même titre que tous les autres. Exactement. Le problème d'accès à l'égalité à l'emploi, c'est pas de diminuer des critères, c'est pas de varier le modèle d'évaluation. Le modèle d'évaluation, il reste le même pour tout le monde. Pour tout le monde. Fait que tout le monde doit atteindre le critère, démontrer les exigences pour l'emploi. Fait que tout le monde est déclaré compétent. Parce qu'ils ont réussi toutes les étapes. Exact. OK, mais je vais accorder une priorisation parce que c'est une mesure corrective. Ouais. Mais c'est pas au détriment de personne. Il y a quand même une place pour ce qu'on va nommer le groupe majoritaire ou l'éco-location, etc. Il y a toujours de la place. Mais oui, ça, c'est pour faire justement élever l'effectif, faire bouger l'effectif. Puis je serai peut-être pas toujours en sous-représentation. Parce que... Mais l'objectif, c'est de ne plus être en sous-représentation. Et quand on n'est pas en sous-représentation, bien là, je ne dois pas appliquer de normes de priorisation. OK. C'est un peu ça. Ça, c'est la partie technique. Maintenant, pourquoi c'est important d'avoir un groupe d'employés diversifiés? Bien, c'est sûr, ça répond à une valeur. Ça répond à... On est une population Montréal diversifiée. Fait qu'il y a un intérêt, il y a un désir de la Ville de Montréal, du CIM, des grands services, d'avoir des employés qui représentent aussi sa population. Ouais. Puis, il y a des avantages, de plus en plus, les études le disent, au niveau de l'efficacité, des équipes diversifiées, la complémentarité, répondre aussi des fois à des besoins des citoyens. Le citoyen va se reconnaître dans quelqu'un. Il y a un effet de similarité, de peut-être de donner sa confiance autrement. Ça n'enlève rien là, quand on n'a pas ça, mais ça peut amener quand même un plus dans le service citoyen. Donc, ça peut rendre les équipes plus fortes puis plus aptes à répondre. Puis ça rend le CIM meilleur aussi parce qu'on est capable d'offrir un meilleur service à notre population. Puis c'est ça notre core business, c'est ça notre but, l'objectif
ultime, c'est d'offrir le service à la population. Là. Fait que la diversité, c'est sûr que c'est... En tout cas, moi, j'y crois beaucoup. C'est sûr que c'est quelque chose de très, très positif. Karine, c'est déjà terminé. On a déjà fait le tour. Bien, je voulais te remercier parce que c'est important, je pense, qu'on fasse le tour de toutes ces étapes-là. Puis je pense que ce podcast-là, il va être assez écouté par surtout les étudiants, les gens qui sont dans le processus. Je te remercie beaucoup d'avoir clarifié ça, d'avoir mis ça en mots puis en ordre pour qu'on soit plus orienté ou organisé par rapport à ça. Puis ça vient juste expliquer que la dotation au service d'incendie de Montréal, c'est quelque chose qui est pris au sérieux. Mm-hmm. C'est important, c'est un processus qui est rigoureux parce que tu l'as dit, c'est des emplois prisés. C'est des emplois qui sont reconnus par la population. Fait que c'est important de bien faire les choses au départ. Exact. Bien, t'es bien gentil. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Bien, merci beaucoup tout le monde pour votre écoute, puis on se voit à une prochaine. À plus.